En avant. En Match. avant. 62. C'est ça. Je sais pas quelle devinette on peut faire avec le chiffre 62. Quel département, tu vois? Quel club? Ouais. Département 62. C'est Lens, non? Pas-de-Calais? Nord, c'est C'est... 59. Pas-de-Calais, Ouais. 62, non? Donc, ouais. Et Boulogne avec, non? Oh, je sais, toi qui es Ah, allé à Boulogne-sur-Mer, c'est pas moi, hein. je suis C'est pas allé à moi. Boulogne, ouais. Eh C'est ben, pas je un vais vérifier tout problème. ça. Ouais, Bon, vérifie. En tous les effectivement. cas, chers amis Ouais, c'est bon Guingampaises, pour Boulogne. C'est Guingampais, bon pour Boulogne. C'est vérifié, c'est c'est bon pour validé. vous. On a les droits, c'est bon. On peut démarrer l'émission tranquillement. En avant match numéro 62, de retour à domicile pour chacun d'entre nous, puisque c'est un match à l'extérieur, c'est un match de Coupe Ouais. de France Crédit Agricole. Attention, faut Comme il pas est important de surtomber. le mentionner, effectivement. C'est ce qu'on nous a dit. Donc nous, on traverse au vert dans le passage piéton, hein. Dans les clous, comme on disait en 88. Et donc, on va essayer de partir à la découverte de cette équipe de Locminé, adversaire donc de Guingamp. Ce week-end, on essaiera un petit peu de faire notre compo perso, Gaëtan, parce que c'est vrai que généralement, on fait plutôt des roulements en coupe. Et puis, des petits reportages à vous proposer. Pierre Junior sera avec nous dans cette émission pour nous parler un petit peu d'anciens Guingampais. Comment vont-ils? Où sont-ils? Que font-ils dans leur vie? Eh bien, vous le saurez avec lui. Une petite partie sur les inside aussi, parce que c'est une de nos nouveautés de la saison. Des supporters et supportrices ont pu nous suivre depuis le début Ouais. du championnat. Un petit reportage là-dessus. Et puis, quelque chose aussi en immersion dans la tribune de presse, toujours de Rodourou, mais de l'autre côté, puisqu'on ira côté tribune de presse à la découverte des journalistes du Télégramme, Mathieu Huette et Laurent Rivier notamment, avec une question: comment notent-ils les joueurs? Ça, c'était un des Ah, objectifs du reportage réalisé par Solène Canquette, qui était en stage avec nous sur le début de la saison. Reportage à venir donc en fin de cette émission. Mais pour commencer, j'y pense maintenant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a un événement dont on voulait vous parler, puisque vous avez peut-être vu récemment, alors ça c'est l'ancienne version, hein. L'impensable exploit, c'est la version 2013 du vintage. livre sur la Coupe de France 2009. Ouais, j'ai même moi des pages qui s'en vont, tu vois. La page là, bah, je peux en faire une petite carte postale. Mais version remasterisée qui est disponible en précommande sur le pierrehd.com. On n'a pas pu faire très original pour le nom du site. Précommande disponible, il est à 15 euros. Vous pouvez même faire un coup double avec Guingampais Coupe d'Europe à 30 euros au lieu de 35 pour les fêtes de Noël, pensez-y. Et surtout, ce livre sera disponible pour notre prochain événement, Gaëtan. Je te laisse en parler parce que moi je me trompe toujours dans la date. Il y a deux dates possibles, il y aura qu'une seule date, mais ça dépend d'une chose, donc Ouais. cochez bien les deux. La date choisie, celle qui est la prioritaire en tout cas, c'est le vendredi 28 novembre. Vendredi 28 novembre, il y aura une soirée chez Hélène et Jules à Ploumagoire, comme il y avait eu le cas déjà l'année dernière, à peu près à la même époque. Une soirée émission, quiz autour de la Coupe de France en général avec Guingamp bien sûr. Ce sera le vendredi 28 novembre, à condition que Guingamp ne joue pas le huitième tour de la Coupe de France ce jour-là. Alors, pour être au huitième tour, il faudra déjà gagner à Locminé, bien sûr. Et il faudra ensuite que le match à Quimperlé ou à Château-Gontier se dispute le samedi ou le dimanche. Si Guingamp joue le vendredi 28 novembre, la soirée émission quiz aura lieu le 27, jeudi 27 novembre. Voilà, c'est pas tellement compliqué. Priorité au vendredi 28. Si Guingamp joue le 28, soirée le 27, tout simplement, chez Hélène et Jules à Ploumagoire, comme donc on l'avait fait la saison passée. On réédite l'événement, mais autour d'une soirée spéciale Coupe de France, parce qu'on sera sur un week-end Coupe de France. Et en plus, il y a l'actualité du livre de Pierre réédité. On s'est dit qu'allez, c'était l'occasion de se lancer là-dedans. Ouais, avec un document exceptionnel. Ça faisait des années que j'essayais de remettre la main dessus. Des images de la présentation PowerPoint du staff aux joueurs le 9 mai 2009. Comment Ah, la finale a été gagnée. Voilà, il y a des visuels, il y a des photos, il y a des schémas, il y a un texte qui est, je trouve, très annonciateur de ce qui s'est passé en finale. C'était assez saisissant de relire ça. Et je remercie Eric Blaik, notamment, j'aurai l'occasion de le refaire aussi un petit peu plus tard, qui m'a offert ces précieux documents. Bon, on va faire un peu moins les foufous. On met de côté 2009. On parle de l'actualité donc avec cette journée, cette 14e journée de Ligue 2. Avec ce qui s'est passé, on va commencer par ça. Les buts, version à la Guingampaise, version Gaëtan Pinel. C'était bien parti, ça a mal fini. mais.
Relance paloise, Mafuta qui va tenter la frappe pied droit, le but. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Louis Mafuta pour son 5e but de la saison. Il a profité Mafuta d'une grossière erreur de relance paloise pour arracher une fenêtre de tir tout seul. But pour le numéro 9 d'en avant, 5e but qui permet à Guingamp de mener 1-0 face au Pau FC. Abdallah pour chercher Mafuta peut-être dans le dos. Finalement, récupération d'Amine Emia. Le chef-d'œuvre. Amine Emia est magnifique de retour avec ce ballon au 20 mètres du pied gauche. Enveloppé intérieur du pied pour retomber sous la barre. Et dans le dos d'Esteban Sales. Guingamp qui fait le break. Guingamp qui mène 2-0. Une inspiration magique du numéro 10 Guingampais. Guingamp 2, Pau 0. Et dans l'autre sens, ce sont les Palois maintenant qui vont frapper et marquer. Première occasion et premier but pour les Palois. Tom Pouilly, dépassement de fonction, il s'est présenté au 20 mètres. Et pied gauche, il a frappé ras du poteau pour tromper Teddy Bartouche-Selbonne. Et voilà comment une équipe de Pau qui n'a pas existé sur les 37 premières minutes, eh bien, se remet dans le match. Un arrêt de Sales pour éviter le 3-0. Une frappe de Pouilly sur un dépassement de fonction et ça fait 2-1. Pau revient dans cette rencontre à la 38e. Les dernières secondes de ce Guingamp Pau, il reste 15 secondes à peine à tenir dans le temps additionnel. Le ballon pour les Palois, Kaloulou, dernier ballon vers l'avant dans la surface. Tom Pouilly, déviation pour Zuliani. Le ballon est un peu long, mais Zuliani va quand même s'en saisir sur le côté droit. Le centre, la main, le but. L'égalisation paloise à la 94e. Mais comment ce scénario peut-il exister avec ce centre au deuxième poteau? Bartouche-Selbonne, la déviation de la main, mais pas suffisante. Et les Palois qui égalisent au bout du temps additionnel. Mais, il y a eu un mais dans ce match, il y a eu cette poussière, ce grain de sable à 2-1. Et ce 2-2, Gaëtan, c'est... Déjà, moi, tu sais que moi, ça a été un après-midi pourri jusqu'au bout. Parce que les 2 buts de Guingamp, je me les ai fait spoiler. Voilà. Le premier, vu Ça qu'on ne avait pouvait des pas bien petits fonctionner. soucis. Ouais, l'après-midi terrible. Le premier, vu que la connexion marchait pas très bien, on était en train un petit Ouais. peu d'aller chercher des liens, d'informer nos followers sur les réseaux sociaux. Et du coup, je tombe sur le live à la Guingampès Facebook. 5e but de la saison pour Louis Mafuta. Je regarde la Et télé, voilà. y a rien. Donc, premier but. Et le deuxième but, j'étais un peu en différé avec la télé. Je me dis, bon, j'arrête le spoil, il faut arrêter. Avance au max. Et voilà, qu'est-ce que je vois? Emia comme ça. C'est pas possible, Voilà. j'ai raté les 2 buts. C'était pas. Ça, c'est une prouesse. C'est beau. Par contre, ceux de Pau, malheureusement, j'ai bien vu. Et même le dernier qu'on a un peu senti venir, mais ça, c'est autre chose. Non, quelle était l'ambiance, Gaëtan? Parce que je pense que ce soit joueurs, coach, commentateurs, supporters, autres, on a tous pris un coup sur la carafe à la Ouais, 93-58. même si finalement, depuis presque plus d'une mi-temps, ou en tout cas au moins une mi-temps, c'est quelque chose qu'on pouvait sentir venir. J'ai Alex qui est avec nous, Alex, alors pas Alex Motref, mais Alex qui est bénévole en avant, qui Le se galop, on donne son reconnaîtra, nom, hein. voilà, Magnifique. qui est arrivé en zone mixte après le match et qui, premier mot, première phrase qu'il me dit, c'est on le sentait arriver, on le sentait venir. Alors, effectivement, il restait tellement peu de temps. Et les 3 minutes de temps additionnel étaient même dépassées, puisque c'est à 93-08. Je crois que ce but est marqué. On se dit, la victoire vraiment était là. Et à une demi-seconde près, bon, voilà, il y aurait eu 3 points. Tout le monde aurait eu le sourire, malgré un match, on va y revenir, mais globalement moyen. Mais effectivement, c'est la conséquence de plus de 45 minutes de balbutiement côté Guingampais. Depuis le premier but palois à la 38e, Guingamp a perdu son foot. Guingamp, alors, d'une part, je pense mentalement à cette difficulté cette saison, de par les nombreux buts encaissés, à rester peut-être dans son match, à ne pas paniquer, à ne pas basculer dans une forme de gestion, peut-être parfois contre-productive, parce que du coup, Guingamp se met sans doute à déjouer par moment. Et puis, si ça arrive si souvent aussi que Guingamp ait des périodes très bonnes de 20, 30, 35 minutes, mais pas plus,
c'est qu'il y a des manques. Qu'il y a des manques. Mm. Alors, est-ce qu'on peut dire, voilà, physiquement, c'est une équipe qui tient pas le coup? Je ne sais pas. Mais on se souvient de la très bonne entame de match à 3 par exemple, qui a duré 20 minutes. On se souvient des 35 bonnes minutes aussi contre Laval, mais qui en deuxième mi-temps n'ont pas forcément été suivies d'effet. Avec, faut le dire, aussi un Guingamp qui avait fait le boulot en menant 2-0. Et puis, il y a ces 35 minutes, notamment contre Pau. Là, c'est les trois matchs qui me viennent à l'esprit, où les 35 premières sont très bonnes. Des Palois, c'est vrai, en grande difficulté à ce moment-là, mais les 35 premières minutes de Guingamp sont très bonnes. Et à nouveau ça ne suit pas sur les 55 suivantes. Donc, au-delà de l'aspect mental, il y a peut-être à aller creuser un peu plus loin. Pourquoi cette équipe-là n'arrive pas à tenir la dragée haute plus longtemps que ça, à maîtriser les choses plus longtemps? Et je vais te donner la parole dans un instant, mais je pense à un bout de phrase que disait Sylvain Ripoll en zone mixte. C'est on doit être capable de tenir le ballon plus longtemps, d'avoir ces phases-là plus longtemps dans les matchs. Et Guingamp aujourd'hui n'y arrive pas au-delà de 35 minutes. Et c'est vrai, tu parlais de Ripoll et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup noter quand ça tourne dans le bon sens. C'est le coaching, c'est l'impact des entrants. On l'avait vu avec Ourega qui avait fait 2 passes décisives contre Nancy. On l'avait vu Oui, avec Hailey qui avait marqué à Saint-Étienne, Kielt qui Saint-Etienne. avait marqué à 3, bon, dans le contexte qu'on connaissait. Mais là, ça fait un mois où... Alors, c'est toujours une question à laquelle c'est difficile de répondre. Est-ce que c'est le coach et le staff qui sont pas inspirés? Est-ce que ce sont les entrants qui ne sont pas bien lunés, qui sont pas dans le bon état d'esprit, ou c'est un état d'esprit général qui fait qu'ils entrent dans une sorte de léthargie, parce que Guingamp était tombé là-dedans, hein, Ouais, ouais, notamment ouais. techniquement en seconde période. Il y a eu 40 minutes sans tir pour Guingamp jusqu'au poteau. Hein. Ça fait depuis les 2 passes décisives d'Ourega, c'était début octobre. Il n'y a plus de buts amenés ou inscrits par un remplaçant. Donc, c'est à quoi est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est un problème seulement d'un moment? Parce que là, on parle du coaching, parce que de l'autre côté, on a vu la différence avec Pau. Alors, Eh et c'est oui. vrai que Usai aussi était dans l'urgence parce qu'ils étaient menés 2-0. Il a changé son schéma, il a fait entrer Tousgar. Il y a des entrants aussi qui ont été ultra percutants en début de deuxième période. Et à Guingamp, on a un peu moins ça quand même depuis quelques semaines. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'est pas évident de mesurer ça. Qui prend les bonnes décisions au bon moment ou qui fait les bonnes choses au bon moment? Est-ce qu'effectivement, comme tu le dis, ça vient du staff qui sent les coups? Alors forcément que le staff a une emprise là-dessus parce que le staff, le coach et les joueurs observent forcément le match et savent aussi où il faut apporter peut-être un peu plus d'énergie, changer un joueur qui est fatigué, là où il faut appuyer peut-être chez l'adversaire également. Tout ce genre de choses qui sont à prendre en compte par rapport à un joueur qui a pu avoir un carton aussi, évidemment. Et puis derrière, c'est aussi les joueurs qui ont les clés, quoi. C'est les joueurs qui ont les clés. Le coach peut, par rapport à tel ou tel profil, imaginer fort logiquement que ce changement-là vaut mieux qu'un autre. Mais après, c'est au joueur de répondre sur le terrain. Et s'il n'apporte pas la réponse en termes techniques, d'énergie, d'effort, ou tout simplement parce qu'il n'arrive pas à prendre la mesure de l'adversaire, qui peut aussi être très bon, l'adversaire a aussi le droit d'être au niveau. Il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Maintenant, c'est vrai que ça se répète quand même régulièrement là, depuis un petit moment. Est-ce qu'il faut apporter une attention énorme au fait que les remplaçants ne soient pas tellement décisifs ces derniers temps? Je sais pas, j'ai l'impression que ces choses-là, c'est assez cyclique. Mm. Je me souviens que de mémoire, la saison passée, c'était, je crois, janvier, peut-être même jusqu'à février, mais surtout janvier. Il y avait eu 3-4 matchs d'affilée. Rodez, par exemple, à domicile. À Annecy, je crois aussi, où des remplaçants avaient marqué. Ouais, Mendes, ouais. Euh, Ça s'était un peu enchaîné comme ça. Et Louvambo puis il y a des contre fois où ça Rodez, ouais. n'arrive pas pendant effectivement 4, 5, 6, 7, 8 matchs, 2 mois. Bon, est-ce que... Quelle importance accorder à ça? Évidemment, les remplaçants ont un rôle important quand ils entrent. Maintenant, voilà, parfois le boulot, là on pouvait estimer qu'à 2-0 à la 26e, les titulaires avaient fait la première partie du boulot assez nettement pour prendre la mesure de l'adversaire et que les entrants étaient surtout là pour consolider le score. Maintenant, il y a ce but à 2-1 qui change un peu la donne. Mais c'est vrai que ça arrivait souvent, hein, parce que à Boulogne, par exemple, c'est encore un Guingamp qui lâche des points en menant 2-0 aussi. Bon, Il me c'est... semble que on avait, et tu avais recherché Ouais, la stat là-dessus sur le Guingamp qui ne gagne pas après avoir mené de 2 buts. oui,
avant Boulogne, c'était plus arrivé depuis août 2019 Ouais, à ouais, ouais, Auxerre. ouais. Et Ouais, c'est ça. c'est arrivé deux fois rapproché parce qu'il y avait eu Grenoble aussi sur la première journée. Et là, ça Oui, arrive aussi deux fois très rapproché, hein. c'est ça, Quand ouais, on avec parle de Boulogne cycle, et c'est là. assez Ouais, fou. ouais. Mais tu te dis, quand même, c'est vrai que Pau n'a pas eu le même visage, mais tu te dis pourquoi en première période, nos buts, ils viennent de récupération haute. Et là, Mm. on était super bas parce qu'on n'arrivait plus à ressortir le ballon. Est-ce Bah que ouais. c'est au milieu, Louiserne, Landu et compagnie, d'aller presser plus haut, de remonter le bloc? Est-ce que c'est aux défenseurs de le faire? Est-ce qu'un joueur comme Emia, qui est émianifique lorsque tout roule pour Ouais, Guingamp, ouais, c'est ça, ouais. mais il y a des moments, on a l'impression qu'il disparaît complètement. C'est lui aussi qui peut avoir ce Ouais. rôle de joueur qui garde, qui cale le ballon. Et c'est vrai qu'on en parlait en off, je crois, au téléphone il n'y a pas longtemps, la perte d'un joueur comme Labo, qui avait ses Ouais. qualités et ses défauts, mais l'année dernière, pour caler des ballons, les garder devant, il était Ouais, super important. ouais. Et pour l'instant, Mafuta, qui fait un début de saison très correct avec 5 buts, il n'amène pas ça encore. C'est Ouais, Labo avait le. comme dit Ripoll, c'est multifactoriel tout Ouais, ça. c'est ça. Là, pour en revenir à Labo, il avait, lui, ce que j'aimais beaucoup chez lui, moi, une de ses principales qualités, au-delà de ses buts, c'était son jeu de déviation, que je trouvais très bon, en une touche. L'exemple numéro un, c'est le but de Mendes au Red Star. La superbe déviation. Guingamp perd le match finalement 3-1, mais c'est le but du 1-0. Elle est sublime. Et il y en a eu plusieurs, des comme ça ou différentes, mais des déviations en une touche qui permettaient de trouver le déséquilibre tout de suite, qui permettait d'amener sur des grosses occasions aussi, ou alors il n'usait pas forcément de cette formule-là, mais pouvait caler les ballons, les garder plus haut, c'est vrai, et permettre à tout le monde de remonter, d'apporter des solutions autour, ce qui existe peut-être un peu moins, hein, enfin je trouve moi sur ce début de saison en tout cas. Et peut-être qu'effectivement dans ces périodes-là où Guingamp a tendance à être plus bas, à reculer, à avoir du mal à ressortir des ballons, à les conserver, ben, l'apport d'un joueur comme ça devant a toute son importance, ce que Louis Mafuta doit être capable de faire aussi et pourra certainement faire à certains moments dans la saison, mais on le voit moins, en tout cas dans ce registre-là, depuis le début du championnat. Ouais. Bon, voilà, il y a des choses négatives, on vient d'en parler, des choses très positives, hein. Guingamp est la cinquième attaque de Ligue 2. On sait qu'on va rigoler cette saison, mais on sait que malheureusement, parce que ces lacunes durent depuis la première journée, finalement la première journée c'est presque un résumé pour l'instant de notre saison, hein. Ouais, Le ouais, ouais, c'est ça. 3-3 où tu es très fragile, mais en même temps très fringant, tu reviens, tu marques des buts, t'enflammes le truc, mais tu te fais avoir à la fin. La Condensé conclusion, du elle est Guingamp là. 25-26. Il n'y a peut-être pas mieux comme résumé. Coupe, coupe. On écarte le championnat et ses 9 points gâchés Eh oui. depuis le début de la saison. Coupe, Locminé, Guingamp. Alors c'est vrai que depuis que nous sommes de retour en Ligue 2, on a l'habitude de faire des septièmes tours ou des huitièmes tours face à des clubs bretons. Il y a eu Saint-Malo il y a 2 ans, il y avait eu Dinan-Léon Ouais. l'année dernière en huitième tour. Il me semble que toi, tu as fait des petites recherches, Gaëtan, sur les adversaires bretons que les Guingampais ont affrontés ces dernières années. Ouais, il y a assez peu de défaites. En fait, il n'y en a pas au 21e siècle face aux clubs amateurs bretons. Mais il y a eu beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires parce que c'est vrai, beaucoup de clubs ont été comment dire, rencontrés. On pense à ceux que Attends, tu as attends, il y en cités. a Il y a eu. combien? Tu les as tous notés? Non, je ne les ai pas tous listés. J'aurais pu te les dire. Mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je pense, allez, au moins une douzaine. Là, tu as Ouais. cité, donc, si tu veux, on peut se faire, tiens, puisqu'on n'a Allez, pas de eh, quiz dans cette on émission, a le temps. on peut se Vas-y. faire le petit quiz à l'envers. Je te laisse les citer. Tu t'étais arrêté à la saison 2023-2024 20. avec Saint-Malo, c'est ça? Ouais, oui, c'était ça. Alors, j'ai Dinan-Léon l'année Dinan en dernière. 24-25. Voilà. Maintenant, on va faire Saint-Malo de en manière 22-23. rétro. Ouais. 22-23, est-ce que tu en as ou pas? Est-ce qu'il y en a Alors, ou pas aussi? 22-23, il y a. C'est là, Liffré? Non. Liffré, c'est 21-22 alors. Oui. 21-22 doit y avoir Saint-Brieuc dans le lot, mais est-ce qu'ils étaient amateurs? Non. 21-22. Ouais. C'est 21-22 22-23 Saint-Brieuc, oui. Saint-Brieuc? Oui. Non, c'est 21-22 avec Liffré, c'est la même année. Alors, 22-23, il y a eu un Il y en breton, a un celui-là? en 22-23, c'est toi qui avais commenté le match, époque Radio Bonheur. Où est-ce que j'étais allé? Et en plus, je Oui, crois que tu avais fait deux Auray. matchs dans la foulée. Ouais, c'est ça. Auray à Vannes. Oui, j'avais Euh, pris la voiture pour aller à Lorient après. Et en plus, il n'y avait pas de voilà. marge. C'est terrible. 20-21, est-ce que tu en as ou pas? Bah non, on se fait taper par Caen. Exactement, seul match dans l'aventure. 19-20, 19-20. bon,
Je vais y aller vite Lorient. aussi. On se fait taper par Lorient dès l'entrée en lice. Lorient-Guingamp, 3-0 au Moustoir. 18-19. C'est Stade Pontivien. Oui. Stade Ça, Pontivien en 32e de finale. 17-18. il n'y en a Non, il pas. n'y en a pas. 16-17. 16-17, 2016, 2017, il n'y en a Non. pas non plus. Il y a eu plusieurs clubs amateurs cette saison-là. Il y avait eu Queville Rouen qui était amateur, enfin voilà, semi-pro, mais en Ouais. national. Il y avait eu Fréjus Saint-Raphaël, Les Herbiers, mais pas de club amateur breton. 2015-2016. Attends, parce que le 16e, on se fait taper au Gazéléec. Ouais, Non, avant, on jouait à Chantilly, non? à Chantilly, donc pas de Ouais, club donc breton non plus. 14-15, Dinan-Léon. 2014, 2014, Concarneau. 2015, Dinan-Lyon et Concarneau, effectivement, les deux clubs bretons. 2013-2014. Alors, il y a Concarneau, il y a aussi, on a joué contre une équipe amateur, mais pas un club amateur en finale, le Stade Rennais, qui, Oui, je pense, avait fait pire qu'un club de N1 ou c'est N2 ça. sur cette finale. De- 12-13, 2012-2013. non, c'est Courseulles, Le Mans, Marseille, donc non. Non, Non, pas Le Mans. Laval, 11-12, Courseulles, 11-12, c'est Marseille. Laval, ouais. C'est ça. 11-12, Saint-Malo. 2011-12, Saint-Malo à nouveau. 2010-2011, là, il y en a. Il y en a un paquet. Il y a Là, il y a un le paquet. Stade Pontivien, Exact. Ploufragan. Oui. On se fait éliminer où déjà? Ah, Vannes, Qui était professionnel. qui était professionnel. Mais Et il y a la finalement, c'est tout. Ferté-Bernard, mais ça, c'est pas Parce chez que la nous. Ferté-Bernard, Ouais. c'est pas breton. Donc, il y avait trois clubs bretons, Pas mais un mal, hein. pro. Voilà. On remonte en 2009-2010. Il n'y a pas de breton. Non, il n'y a Les pas de Bonchamps, les breton. Laval, 2000. Mulhouse, Boulogne. Et bon, on va s'arrêter à Voilà. 2008-2009, vu que c'est l'actualité. C'est ça. Dinard, la Vitréenne. Exactement. Voilà. Dinard, la Vitréenne. Voilà. Et Et il ensuite, y avait il y Vitré en avait eu. 2007-2008. On avait joué les deux clubs Oui, de Vitré en 2 ans. oui, oui, coup sur coup. Donc tu vois, il y en a eu beaucoup d'éliminés. Ça fait déjà, je crois, 13 ou 14 là, qu'on a mentionné. Guingamp Hmm. qui ne perd pas face à ces clubs-là pour l'instant. Donc on verra face à Vitré, face à Locminé ce que ça pourra donner. Mais ouais, c'est en tout cas une série qui est dure de côté de Guingamp. On vous réserve la statistique complète pour savoir contre Ah, qui était cette suspense. élimination pour ce samedi, l'avant-match évidemment, la stat d'avant-match. Vous découvrirez le dernier adversaire amateur breton qui a éliminé Guingamp. D'ailleurs, je les cite parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent là-bas. 2006-2007, Lannion. Voilà, comme ça Oui, on oui, a fait oui, le oui, tour. 2006-2007, Lannion, effectivement. C'était à Roudourou d'ailleurs ce match. Alors, compo. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu pas mal de changements hein, sur le premier match. Je me souviens qu'il y avait Louvambo titulaire, Nias dans le but. Non, c'était Bartouche Selbon dans le but. Ah oui, Nias pardon, c'était sur le septième. Moi, ouais. j'avais commenté à Dinan, c'était Nias, t'as raison, il était en Nias, c'était sélection. en fait, Nias, il n'avait pas joué parce qu'il était en sélection Hmm. sur le septième tour, parce que c'est une trêve internationale là pour tout le monde, mais les clubs de Ligue 2 jouent leur entrée en liste Hmm. en Coupe de France. Donc c'est un petit peu particulier pour ceux qui pourraient avoir une autre chance enfin, avec leur club et qui en même temps sont sélectionnés. Alors la compo, on part avec qui dans le but? Est-ce qu'on lance Marek ou pas? Moi Selon je l'ai dit, moi, toi tu dis non. pour moi, c'est Bartosz Selbon qui jouera. Ok. Mais c'est qu'un ressenti personnel, hein. Voilà, je pense que c'est lui qui va jouer. Parce que peut-être besoin de gagner en confiance aussi, besoin peut-être alors d'enchaîner, il enchaîne là les matchs, mais voilà, je le vois comme il y a déjà une instabilité un peu défensive du côté de Guingamp depuis le début de la saison. J'imagine plutôt le staff faire ce choix-là de ne pas encore rechanger, même si Noah Marek pourrait tout autant mériter peut-être aussi sa place certainement hein, dans ce match de Coupe de France, mais je vois cette option-là, moi, mais encore une fois, c'est juste mon ressenti, j'ai peut-être tout faux, mais c'est mon ressenti de voir plutôt Bartouche démarrer, Bartouche c'est bonne. Défense centrale, est-ce qu'on est d'accord pour mettre Donatien Gomis au moins un week-end au frigo? Oui, ça semblerait être la logique quand même, hein. La logique voudrait que ce soit Sohaib Nahir. Oui, qui a joué 1 heure avec l'équipe réserve la semaine passée en National 3, en sachant que Eden Gassama est en sélection, Hmm. donc ne jouera pas. Si on Planex part du blessé. principe que Gomis est laissé au repos, bon, il reste pas 50 000 solutions. Nahir devrait être aligné avec des Mouchis. Ouais. Planex toujours blessé, hein, il me semble. Planex, ouais, toujours blessé, peut-être en Bon, reprise, mais pas apte en tout cas à la ok. compétition dans la nouvelle, non. Alors à gauche, moi dans ma compo de préparation, j'avais mis Abdallah, mais il est en sélection, En donc non. sélection, donc a On priori part il ne sur jouera pas. Orega. Ourega, ouais, je pense.
À droite, est-ce qu'on Erwin relance Kofi? Kofi, latéral droit? Ouais, je pense que Kofi va Lui jouer. dont Sissoko a les beaucoup entrées, joué ces derniers temps. on n'en a pas parlé, mais les entrées de Kofi, elles sont pas Non, mémorables, non, notamment mémorables celle de pour samedi, l'instant. hein, Ouais. elle a été un peu difficile. Parce que c'est vrai que sur le but, pour y revenir juste en aparté, on souligne beaucoup la faute de main de Teddy Bartouche-Selbonne. Mais il y a aussi Erwin Kofi qui, au marquage, est en retard hein, sur Omar Sissoko. Donc voilà, alors ça va vite, c'est pas facile à suivre effectivement. Mais bon, il y a peut-être une double erreur au final qui engendre. Mm. D'ailleurs, il a parlé d'une succession d'erreurs, hein, Sylvain Ripoll, en commençant par une erreur d'arbitrage, parce qu'il y avait une main d'un Palois. Eh oui. Mais il y a aussi une succession d'erreurs. Guingamp pèse sur cette action-là. Je pense qu'Arvin Kofi va démarrer le match. Mm. C'est vrai, Sissoko, je crois qu'il est à 10 ou 11 titularisations de suite, hein. Ouais. Enfin, depuis septembre, en fait. Louisère, petit tour au frigo aussi, comme Gomis. Est-ce qu'on Pense part avec pas. Landu à Lillet? Je pense pas. Ok. En fait, d'instinct, j'aurais dit oui. Sauf que je me dis que la colonne vertébrale risque de, dans ce cas, beaucoup bouger. Ça voudrait dire que derrière, Demouchi qui joue régulièrement, mais pas tout le temps titulaire, ok. Mhm. Nahir qui revient seulement. Et en plus, les deux du milieu seraient modifiés. Mhm. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Surtout que, on va y venir dans la suite de notre raisonnement, mais si on fait ça, ça veut dire aussi que la ligne des quatre du milieu est complètement modifiée par rapport aux deux, trois derniers matchs de championnat. Et Bah, j'ai un peu plus de mal à y croire. moi, je t'aurais mis Emia titulaire, hein, sur ce match-là. Donc, tu vois, en termes Ouais, Emiya, de oui. colonne vertébrale. Mais Donc, quand on je parle met des Emia. quatre du milieu, ce sont les donc Oui, sur Louisère les côtés. et son binôme, plus les deux côtés. Où Mhm. on imagine tous les deux Gauthier Haute à gauche et Jérémy Etche à droite. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. On part comme ça. Et là, tu vas voir, il y aura 8 changements par rapport à ce que nous, on avait dit. Et Bon, devant Emiya, donc. Hachi, Hot, Emia et Kielt, non? Et Kelt, ouais, certainement. Je pense que c'est l'occasion Allez. pour Kelt aussi d'avoir une place de titulaire. Il a été titulaire que deux fois hein, cette saison contre Nancy et à Grenoble. Mm, Mais jamais titularisé Enfin, si, titularisé une fois avec Emiya, sauf que à Grenoble, Emiya avait démarré le match côté gauche. mm, Donc, ça pourrait être une première de voir Kelt associé vraiment avec Emiya dans les deux de devant. ouais. Et ça, j'ai plutôt envie de croire à cette formule-là. Voilà, encore une fois, hein, ce sont un peu nos pronostics là. Mais je vois plus ça comme ça. Donc, si on devait résumer, ça nous ferait quoi? Bartouche Albon dans le but ou Marek? Bon, on se laisse le doute. Le doute. Défense, Kofi, Demouchi, Nahir ou Rega. Ouais. Milieu, Hachi, Louisère ou Ailé, Enlandu Hot et Emia Ouais. Kielt devant. Ouais, ça Les deux ressemble à ça. interrogations, c'est le gardien et un poste au milieu, quoi. Ouais. J'ai essayé de voir l'année dernière combien de changements il avait fait par rapport au match de championnat et Serkini-Nassande. Mais l'année dernière, à Serkini, on avait donc Bartouche Selbonne dans le but. Oui. Une charnière, Nahir Rioux, Maroni à droite et Ndour à gauche. Ndour à gauche, ouais. Louisère était titulaire avec Emia au milieu. Ouais. Picard à gauche, Sagna à droite. Non, pardon, Gendouzi à gauche, Picard en 10 et Labo en pointe. Ouais, donc il y avait assez peu de changements quand même, parce que, enfin assez Ouais. peu, si, mais à ce moment-là, Picard, évidemment, était titulaire. Louisère, Emia, Sagna aussi. Mm. Et comment, devant, tu m'as dit, Labo, bah Labo, ça alternait, Beau pouvait être était la titulaire doublure ou de pas. Sioué à ce moment-là. Ouais, Ouais, mais il avait démarré la saison en tant que titulaire, sur les aussi. deux, trois premiers matchs, quatre. Et effectivement, c'est surtout derrière, en fait, que ça avait changé, entre Ndour, Mm. bon, Nahir était titulaire, tu m'as dit? Je sais plus. Oui. Ouais, il l'était aussi en championnat. Mais à côté de lui, c'est Ryu qui jouait bah, un peu comme Demouchi, de manière un peu partielle. Ça enchaînait, ça jouait moins, ça rejouait. Et puis c'est les côtés où Marronnier jouait un petit peu moins. Enfin, Marronnier, il avait été baladé entre droite et gauche. Et puis Ndour, lui, Mm. qui ne jouait pas du tout avant. Et qui n'a plus rejoué après, hélas. Oui. Il n'a pas fait une Dans... entrée en jeu à Dinan? Non. Si, exact. Si, à Dinan. Il était entré en fin de match, exactement. Ouais. Voilà donc pour nos petits pronostics. On rappelle, il y a quelle heure le match? 18h? 17h. 17h. 17h? Ben, faut pas Ouais. arriver à 18h, Pierrot. Ah non. 17h. Donc raconte-nous un petit peu comment ça va
préparer, mon petit Gaëtan? Est-ce que tu auras ta table, ta chaise, une petite lumière, une prise électrique, Bah ça, le on va, on réseau va, on va voir surtout, on tout ça croise en les arrivant doigts. sur place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accréditation est validée. Ça, c'est une bonne chose. C'est calé Et avec la le club demande de tournage aussi. de Locminé et la demande de tournage aussi pour tous les contenus d'avant-match, les petites vidéos autour du terrain, les interviews, etc. On verra sur place comment ça se passera au stade du Pigeon Blanc à Locminé. Pourquoi Une pas? équipe de Locminé qui connaît un début de saison très difficile. Une seule victoire en 10 matchs de championnat. La dernière place en National 2 avec seulement 6 points pour Locminé. Donc c'est un début de saison vraiment, vraiment difficile. C'est, faut le rappeler, la deuxième saison seulement de Locminé à ce niveau-là, hein. Ils étaient montés pour la première fois de leur histoire il y a un an. Enfin, il y a un an et demi maintenant. Et donc ils vivent leur deuxième saison à ce niveau-là, les joueurs de Locminé. Dernier donc en championnat. Mais en coupe, c'est un petit peu la bouffée d'oxygène avec pour l'instant uniquement des clubs hiérarchiquement inférieurs sur le parcours Hmm. des Morbihanais. Une victoire à Moréac, club de R2, 3 buts à 1. Une victoire à domicile contre les Potrettes Dispunt d'Ergué-Gabéric, 1-0, puisque les Potrettes sont en, comment dire, en National 3 avec une division d'écart. Donc Ça, le ça me tirage avait rappelle permis. ça me rappelle les magazines du lundi sur Radio Bonheur, ça. Ouais, c'est ça. Le Ah tirage ouais. avait permis à Locminé de jouer à domicile. Et puis, la qualification suivante, c'est contre un club que Guingamp connaît, c'est à Liffré. Victoire Ah, 3-1 pour Locminé sur le tour précédent. Donc, la Coupe de France, c'est un peu la bouffée d'oxygène des joueurs de Locminé là, hein, depuis le début de la saison. C'est vrai qu'en championnat, c'est plus compliqué. C'est alors 10 buts marqués en 10 matchs, mais 18 encaissés. C'est là que c'est un peu plus difficile. Et notamment le week-end dernier où, en menant 1-0 à Bordeaux, eh bien, les hommes de Florent Bénard et Jacques Pichard, le duo d'entraîneurs, se sont finalement inclinés 2 buts à 1. On va retrouver quand même dans cette équipe de Locminé quelques joueurs connus soit de Guingamp, soit du monde du foot professionnel. Il y a par exemple au milieu de terrain Matteo Dido qui a joué un match professionnel avec En Avant en 2020-2021 en Ligue 2 à Ajaccio. Ajaccio. Il y a d'autres joueurs passés par la Ligue 2 ou la Ligue 1. Julien Faussurier, qui a beaucoup joué à Oh, Sochaux, à Brest, ouais. à Troyes. Il est là, Julien Faussurier. Il y a aussi Georges Gopé-Fenépège, Mais qui a oui. joué au Mans, à Troyes, à Amiens, en Ligue 1, un petit peu en Ligue 1 avec Ouais. les Amiénois. Il n'y a pas Et fait puis, Dunkerque aussi? Georges Gopé-Fenépège, je crois pas. Peut-être Boulogne, que. oui, mais Dunkerque, Ouais. je ne crois pas. Le Mans. Le Mans. Ouais. Mais Non, le je crois que je Dunkerque, le attends, je confondais avec vérifie, un mais autre non. joueur. Senneville, je crois. Ah oui, Senneville, oui. Senneville a fait Ouais, ouais. Dunkerque et Boulogne, les deux clubs, ouais. Et puis un autre joueur un petit peu, enfin connu en tout cas qui est passé par la Ligue 2, c'est Jason Kikonda, Mhm. qui a fait notamment plusieurs saisons au Paris FC au milieu, enfin là, les années 2020, 2021, 2022, qui a joué à Dunkerque aussi notamment. Voilà, quelques joueurs passés par le monde pro du côté de cette équipe de Locminé. Donc voilà, c'est une équipe qui est en difficulté en championnat, Vigilance. oui, mais qui a un peu d'expérience, qui connaît aussi ce genre de match, ce genre d'atmosphère, hein, pour avoir Mhm. connu dans le rôle du petit ou dans le rôle du plus gros en étant dans l'équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1 à l'époque. Voilà pour cette page Coupe de France. J'ai enfin réussi à vérifier. Il y avait eu 6 changements l'année dernière entre le Ah, championnat et la Coupe de France pour Ripoll. On va parler maintenant des anciens. Tu as parlé de Matteo Dido. Eh bien, Pierre Junior, lui, va nous éclairer maintenant, pendant cette trêve de Ligue 2, sur des anciens Guingampais. Que deviennent-ils? Réponse, Pierre Perrault. C'est le retour du journal des anciens avec aujourd'hui un focus sur les joueurs partis de Guingamp vers le Portugal. Ils étaient 5 à avoir quitté le navire guingampais vers la destination du Portugal. Ils ne sont désormais plus que 3. On va le découvrir ensemble. Il y a notamment 2 joueurs qui ne se quittent pas depuis le départ à Guingamp de Amine El Ouazani. Il a rejoint Sikou Niakate, vous le savez, du côté de Braga. Les 2 joueurs évoluent encore au sein de l'effectif de Braga. C'est plus compliqué pour les 2 joueurs cette saison. Sikou Niakate qui n'a joué que 5 rencontres depuis le début de la saison. Amine El Ouazani, lui, en a joué 7, seulement 3 en tant que titulaire. Il a inscrit seulement 3 buts depuis le début de la saison. C'est donc assez compliqué, mais ces 2 joueurs jouent la Ligue Europa avec le Sporting Club de Braga.
Occasion pour eux de briller sur la scène internationale. D'autres joueurs, il y en a un qui évolue encore au Portugal, c'est Jérémy Livolan, lui qui brille de mille feux avec son équipe de Casa Pia. Il est auteur de 3 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison. C'est l'homme clé de son équipe, il n'a pas manqué le moindre match depuis le début de la saison. Ils sont 2 autres à avoir quitté le Portugal. L'un déjà la saison d'avant, c'est Mehdi Merguem qui a rejoint son pays, l'Algérie, pour rejoindre le club de Kabylie. Il a même marqué un but il y a une semaine en championnat. Son seul but cette saison pour lui à Mehdi Merguem. Il y avait donc un autre joueur qui évoluait au Portugal, c'est Baptiste Roux, qui lui connaît quelques difficultés. Il s'est exilé vers la Serbie dans le club de Topola, où il est à la recherche de temps de jeu depuis le début de la saison. C'est assez compliqué pour lui. Mais en tout cas, les Guingampais sont toujours dans les radars du football, qu'ils cherchent à se relancer, à marquer. Ils sont toujours là. Et vous allez le voir, la semaine prochaine, on se penchera sur les joueurs qui ont quitté Guingamp l'été dernier, avec notamment quelques histoires très belles à découvrir. Merci camarade Perrault pour ce coup de projecteur. Il y aura un autre journal des anciens la semaine prochaine, spécialement consacré aux joueurs qui ont quitté Guingamp cet été 2025. On passe maintenant à la rubrique Inside avec des images de Pierre Junior notamment. Vous allez voir Gaëtan, vous allez me voir, vous allez voir Alex Motreff, notre réalisateur, mais entouré de supporters qui, depuis le début de la saison, eh bien, nous ont fait confiance sur l'expérience à la Guingampaise Inside. Voici ce petit reportage. Récupération d'Amine Emia, le chef-d'œuvre, Amine Emia est magnifique de retour. C'est un des vainqueurs de l'Escape Game qui a gagné donc un match avec nous en Inside aujourd'hui. Avant le match, j'étais sur le terrain, regarder l'entraînement des joueurs. C'était très cool et je trouve que trouver un match avec l'Inside, c'est super. Et moi, je vous le conseille. Bah super, déjà on commence par la compo de Ripoll en direct live, là ça déjà je m'y attendais pas. Je suis en école de journalisme et donc j'ai voulu voir un peu votre travail, voir un petit peu comment on travaille en avant-match, comment on travaille aussi les commentaires, l'après-match, la gestion voilà, de l'interview des joueurs. Le match, le terrain, même de voir un peu comment vous faites et tout, très professionnel vraiment. Ça permet de voir de l'autre côté toutes les personnes qui gravitent autour du club. C'est vraiment intéressant, une belle expérience. Moi déjà c'était un peu un monde vraiment que je connaissais pas du tout, le journalisme, et là de voir en fait toute l'organisation qu'il y a autour d'un match, en fait c'est impressionnant. Le fait de découvrir l'envers du décor, le travail de Alex, c'est ça, à la Réal. Et c'est ultra intéressant, donc moi j'invite tout le monde à faire cet inside parce que c'est ultra intéressant. C'est super quand même, hein, Gaëtan. Moi, je trouve que ça nous ramène aussi, nous, à réaliser que c'est super quand même notre position de pouvoir être là dans les coulisses. Alors, absolument, c'est ouais. Il faut le dire. On termine avec la tête comme ça chaque soir de match. Mais tu vois, ça nous ramène un peu aussi à se dire, voilà, ça fait 15 ans ou autre qu'on est dans les coulisses et tout. Donc, pouvoir emmener des gens avec nous, ça aussi, c'est super agréable. Ouais, effectivement, et ce qui m'a fait me rendre compte un petit peu de ça aussi, c'est lors du match face à Pau, où Freddy, qui accompagnait Mathieu, tous les deux sont montés avec moi dans l'ascenseur pour descendre de la tribune de presse en zone mixte après le match. Et Ladislas Dounyama nous a accompagnés à ce moment-là. Alors nous, ça nous paraît normal maintenant parce que on le croise régulièrement, parce que il fait partie du paysage aussi. Mais pour eux, ils me l'ont dit hors antenne une fois qu'on avait raccroché, et que voilà, c'était aussi la petite surprise, le petit bonus, quoi. On a pris l'ascenseur avec Ladislas, échangé 2-3 mots. C'était le petit moment sympa en plus qui n'était pas forcément prévu,
qui se présente comme ça. Et l'inside, au-delà de ce qui est prévu sur la feuille de route quand vous venez avec nous, bah, ce sont aussi plein de petits ingrédients comme ça qui se glissent dans la soirée. Une rencontre avec Ladislas. Hein? Des tranches de vie. Tranche de vie, ouais. Croiser Ladislas, croiser un ancien joueur qui passe là et qui maintenant travaille peut-être pour un autre club. Quelqu'un Et qui. même des joueurs actuels, hein, parce que de plus en plus, ils Des joueurs viennent actuels, par ouais. nous, hein. Un journaliste peut-être que vous connaissez de la télé ou quoi, que vous pouvez croiser là. Enfin voilà, c'est plein de petites surprises en plus qui s'ajoutent à la feuille de route initiale. Et Freddy et Mathieu ont profité de tout ça face à Pau, comme on fait tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de la saison. Ouais. Si vous voulez nous accompagner, faites vite, regardez les dernières dispos. Ouais. Il n'y a quasiment plus que des places sèches parce qu'on a le droit à 3 personnes par match. Et beaucoup ont déjà réservé pour 2, donc il reste une place à chaque fois, mais ça se fait super bien. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont fait ça aussi de leur côté. Et il y a un match Il n'y a où que le match Non, le match de Grenoble, il reste 3 places. Une place, donc vous le voyez, un Boulogne-Saint-Étienne-Amiens et 3 places contre Grenoble. Ce match-là est complètement libre. Donc allez-y, foncez sur ce match face à Grenoble si vous voulez venir en équipe. Et puis donc Boulogne-Saint-Étienne-Amiens, là c'est une place qu'il reste pour ces rencontres-là. Les autres sont déjà complètes. Guichet fermé. Donc voilà. C'est profiter de ces rencontres-là parce que il reste plus énormément de possibilités pour cette saison. Peut-être qu'on aura quelques bonus avec la Coupe de France. Ça, on verra évidemment au fil de l'eau et notamment après l'Ocminé. Ouais, ça dépend pas trop de nous. On verra un petit peu. Pas plus trop de tard. prise là-dessus. Non, de la partie gauche, la tribune de presse, on va aller tout à droite. Alors quand on est dedans, hein, pas face à la tribune, on va aller au-delà de la plateforme télé des caméras vers la tribune presse écrite. Solène Cancouette, qui était en stage avec nous sur ce début de saison, vous a concocté un reportage sur les 2 journalistes qui suivent principalement l'En Avant Guingamp pour le Télégramme, Mathieu Huette et Laurent Rivier. Donc moi je m'appelle Mathieu Huette, je travaille pour le Télégramme et je couvre En Avant depuis une quinzaine d'années. Alors moi c'est Laurent Rivier, je suis journaliste au Télégramme depuis très très longtemps, exactement 1996 je suis arrivé à Saint-Brieuc. Donc j'ai suivi Guingamp assez vite, j'ai vécu les 2 Coupes de France, etc. Donc on arrive en général 2 heures avant puisque j'ai une réunion, la réunion H-2, comme je suis syndic de presse. En fait le syndic de presse, donc il y en a un dans chaque stade. Le syndic de presse, il représente les journalistes qui viennent ici, donc au Rodouro en l'occurrence. Donc on assure les relations entre les journalistes et le club et puis et la ligue en fait via le délégué. Souvent on va faire un petit tour sur la pelouse, ça permet de prendre la température. 1 heure avant on a les compos, donc ça nous permet d'écrire, commencer à écrire qui va jouer, qui va être remplaçant. S'il y a une surprise, ça aussi ça peut être un angle intéressant à traiter. Voilà. Et à partir du coup d'envoi, on est dans le match, quoi. On commence à réfléchir à nos angles. On raconte ce qui se passe, mais voilà, on essaie surtout d'avoir du recul et d'avoir une forme d'analyse, puisque aujourd'hui les matchs sont télévisés. Donc raconter précisément ce qui se passe, à quelle minute il y a un but ou un carton rouge, voilà, c'est pas forcément intéressant. On est plutôt attendu sur, encore une fois, sur de l'analyse, quoi. Sur qui était bon, qui l'a été un petit peu moins. Voilà, raconter aussi les alentours, ce qui se passe autour de la rencontre. Voilà, je pense la dernière fois où là c'était face au Red Star, quand il y a eu quelques échauffourées avec le supporter. C'est aussi notre rôle de raconter ce qui s'est passé et d'expliquer pourquoi, comment. Voilà, ça c'est important aussi, on est attendu là-dessus également. Alors ce soir, c'est très rare, mais on est 2 à suivre le match pour le Télégramme avec Mathieu. Et donc Mathieu va faire le compte rendu, moi je vais faire les notes des joueurs, donc un petit commentaire sur chacun. Et ensuite je descendrai assez vite faire des interviews, sans doute faire un papier de rebond, une interview, quelque chose pour avoir du son sur le match. Et puis réfléchir aussi au match suivant qui sera donc à 3 samedi. Et comme je bosse toute la semaine, je vais essayer de réfléchir à des idées qui pourraient présenter ce match-là. Noter les joueurs, c'est pas facile et le problème, c'est qu'on ne sait pas les consignes que les entraîneurs donnent à ces joueurs. Bon. Alors ça, c'est un grand débat, hein. Il n'y a pas de vérité sur ce genre d'exercice, c'est très compliqué puisque par définition, c'est très difficile d'être d'accord sur une note avec le supporter. Donc voilà, souvent c'est surtout un ressenti en fait, mais ça aussi c'est personnel, je veux dire.
ça va pas être, on va pas forcément mettre une super note à un joueur qui a mis un but. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un ressenti. Bon, je suis gentil, moi. Je mets jamais de très très mauvaises notes. On note sur 10. Donc en gros, les notes vont de 3 à 9, hein, voilà, en règle générale. Et puis on essaie de tenir compte. Là, ça va être plutôt bien parce que je vais faire que ça. Donc, je vais pouvoir regarder les uns et les autres, regarder les déplacements, regarder ce qu'ils réussissent, regarder leur activité, etc. Bon, évidemment, si on marque, si on sauve un but, si on fait un arrêt quand on est un gardien, Teddy Bartouche sera regardé de près ce soir, c'est mieux, voilà, pour avoir une bonne note. Après, oui, on est tous conscients de la fragilité de ces notes. Mais bon, on essaie de rester humble par rapport à ça parce qu'on n'a pas non plus les consignes qui ont été données par le coach aux joueurs. On n'a pas tous les éléments, donc voilà, c'est un exercice très compliqué. Mais on est attendu aussi là-dessus, encore une fois. Donc voilà, ça permet en fait, je pense que c'est... Moi, je prends surtout ça comme ça, c'est un moyen de débattre. Voilà, non, on ne détient pas la vérité. On pose une note et puis on est d'accord, pas d'accord, mais on en discute, quoi. Globalement, on a fait tout ça sans Covid, sur un domaine aérien dans le calme avec le ballon. Alors moi, je suis pas surpris parce que c'est pas du tout un problème. Bon, j'ai fait, histoire d'avoir un petit peu de son, comme je le disais au début, j'ai fait une petite interview de Sylvain Ripoll. Donc les questions étaient posées par Pierre et par moi essentiellement. Voilà, c'est juste un texte qui ne fera que web. À cette heure-ci, de toute façon, ce n'est que web. Et qui fera sa petite vie. Et là, il est 23h30. Il va peut-être marcher un tout petit peu jusqu'à demain matin, mais c'est des textes qui n'ont pas une durée de vie très longue en fait. J'essaie de synthétiser, de garder un seul message en fait, de ne pas trop s'éparpiller. J'ai gardé son avis sur le match, puis sur Teddy Bartouche dont on a parlé cette semaine, il y a eu un mag que j'ai fait qui est passé hier. Donc ça répondait aussi au mag d'avant-match. Merci d'applaudir très fort le buteur numéro 7, Donatien. Allez, plus fort, Donatien. Merci beaucoup Solène pour ce reportage. C'est super dur quand même de noter les joueurs. Moi je sais pas comment ils font. C'est dur parce c'est vrai que qu'ils ont peut-être plus de temps et de recul que nous qui sommes au micro pour commenter. Ils sont là avec leur petit carnet, etc. Mais qu'est-ce que c'est dur. Ouais, et puis alors ce qui est bien, c'est notamment, enfin ce qui est mieux pour eux, ce sont les soirées où ils sont tous les deux, parce que ça peut arriver qu'ils soient seuls sur un match. Et là, c'est plus dur parce qu'il y a l'article à écrire, le match à observer, les notes à faire, tout ça dans un temps très réduit. Parfois, il faut envoyer l'article au coup de sifflet final, suivant l'heure du match, notamment quand ce sont des matchs du soir. Le pire, par exemple, là, pour eux. Montpellier, c'était 20h45. Ouais, voilà. Le pire pour les collègues de la presse écrite, c'est les matchs 20h45, 21h. Ça, c'est le pire parce qu'il faut envoyer au coup de sifflet. Ça veut dire qu'il faut écrire pendant le match. Et quand il y a un renversement de scénario à la 90e, évidemment, ça complique les choses. Bon, quand ils sont deux, voilà, ça change un petit peu les choses. Il y en a un peut-être qui peut se concentrer sur les notes pendant que l'autre écrit le papier, etc. Mais ouais, c'est quelque chose de difficile parce qu'en plus, il y a une part, alors, en essayant d'être le plus objectif possible, mais il y a une part c'est peut-être pas de subjectivité, mais d'inconnu, parce que parfois on va juger le joueur par rapport, ils le disent mieux que moi, mais par rapport à ce que l'on voit, mais il y a aussi des consignes du coach que nous on n'a pas forcément tout le temps, qu'on n'a pas d'ailleurs. Et ça, on va se dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi sur ce match-là? Mais parce que peut-être qu'il y a des demandes aussi qui viennent du staff, etc. Donc c'est quelque chose d'assez difficile auquel sont très attentifs les joueurs. Pour avoir échangé avec quelques-uns d'entre eux la saison passée en revenant d'un déplacement. Je me souviens notamment de Jack Seaway qui plaisantait parfois quand il disait des fois, je vois des phrases, je vois l'entrée de Jack Seaway ou Jack Seaway n'a pas pesé sur la défense, il en rigolait lui-même, parfois des commentaires qu'il pouvait lire. Mais je me souviens d'une petite conversation comme ça qui avait fait rire, comme quoi ils sont très attentifs à tout ça. Ouais. Voilà, en tout cas pour ce nouvel épisode d'Autour de Roudourou. En avant-match 62, c'est terminé. Gaëtan, à demain. Ouais, à demain. Ramène-nous la première victoire de la saison, s'il te plaît. Parce que là, encore en championnat, ça se rattrape. Vers le Stade de France. Allez, il l'a promis. Salut, Guingampais, Guingampais. Ciao. Bon match.